Alors, les digital natives, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que finalement, on est sur un mythe qui construit socialement un idéal type d'un adolescent qui aurait les mêmes comportements, quelle que soit finalement sa personne. Alors, ce qui est important, je crois, c'est que justement, on puisse rentrer par les individus, par les acteurs, aller voir chacun. Et quand on va voir chacun, évidemment, on se rend compte d'une grande hétérogénéité des pratiques, d'expériences socialisatrices très différentes et d'usages extrêmement différents du numérique, entre guillemets, ce qui fait que l'observation de terrain réduit à néant, finalement, la construction sociale qui est ce fameux mythe des digital natives. Alors en classe, ce fantasme-là va jouer sur deux niveaux, enfin plutôt sur deux types de personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois les enseignants qui vont être touchés par ce fantasme autour des digital natives et les adolescents, les élèves eux-mêmes, qui vont être à la fois impactés par ce discours qui les catégorise en une seule personne, entre guillemets, et ce discours qui conduit aussi à considérer l'enseignant comme pas capable de les prendre en charge. Donc ça va jouer vraiment sur les deux niveaux. L'impact de ce mythe des digital natives en classe, il a des réalités. C'est-à-dire que pédagogiquement, on observe des enseignants qui, quand ils ont à mettre en œuvre des projets engageant le numérique, disent souvent « à quoi je sers ? Quel est mon rôle ? Ils n'ont pas besoin de moi ». À l'inverse, on va avoir des élèves qui vont souffrir de l'absence, entre guillemets, d'engagement de la part de l'enseignant, notamment dans les productions numériques. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les enseignants ne s'effacent pas complètement, évidemment, mais ont tendance à reléguer, entre guillemets, la phase de production avec le numérique à l'extérieur de la classe. Alors, il y a des contraintes de temps, mais pour beaucoup, il y a aussi... Mais ça, ils savent faire. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on observe en fait chez ces jeunes aussi une vraie vision de la société et de la société numérique, la société sur les réseaux. Ce qui est intéressant finalement, c'est qu'ils font preuve d'une forme d'engagement réel, en fait, en politique numérique, comme j'aime à l'appeler. Alors, on peut être surpris, mais en même temps, ils sont face à des outils qu'ils utilisent au quotidien. Ils sont aussi bombardés de discours médiatiques, sociétaux autour de ces outils. Et donc, c'est aussi leur construction de citoyens qui se fait, au lycée particulièrement. Tous les travaux des sociologues français ont montré combien les élèves affirmaient leur identité, affirmaient leurs choix politiques. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que leurs choix politiques sont aussi des choix politiques numériques. Notamment avec un certain nombre de lycéens que j'ai pu rencontrer qui vont développer vraiment, sans le nommer ainsi, mais tout un discours autour des communs de la connaissance en effectivement prônant des logiciels libres, en prônant un accès aux œuvres culturelles, avec derrière vraiment, pour reprendre l'expression pour le coup d'un lycéen Reynald qui a 17 ans, avec derrière l'idée d'un programme politique. Lui, il parle de programme politique à inventer pour le numérique. On néglige beaucoup avec l'outil numérique toutes les connaissances qui relèvent de l'apprentissage informel. C'est-à-dire de cet apprentissage qui n'est effectivement pas académiquement organisé, structuré, mais qui se fait par l'expérience sur les réseaux, par les discussions avec les pairs, mais aussi par des recherches. Ils sont beaucoup à parler de jeux avec Google, comme ils disent, et donc en fait à poser des questions qui les taraudent au moteur de recherche. Alors bien sûr, pour certains, il y a un imaginaire aussi de l'outil qui va leur donner une réponse, mais pour beaucoup, il y a aussi l'exploration de voies qui sont pour eux à découvrir. Il y en a beaucoup qui saisissent des mots-clés qui les intéressent. Ils comprennent qu'il y a des logiques, par exemple, sous-jacentes. Un des élèves qui me parlait, par exemple, de l'accès aux œuvres culturelles, moi m'a parlé, j'en étais extrêmement surprise quand même, de plein de choses qu'il avait lues sur le téléchargement illégal et sur aussi des travaux qui montraient que le téléchargement illégal n'était pas qu'une pratique délinquante, entre guillemets, de la part des personnes qui le faisaient, mais pouvait aussi relever d'une forme d'engagement. Et j'ai été très étonnée de voir ça. Et en fait, ils ont pour le coup à disposition quand même des outils d'interrogation du monde.
Alors, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent tous à le traiter après, etc. Mais l'apprentissage informel avec le numérique est quand même clairement possible. C'est vrai qu'avec les innovations techniques, il y a toujours un apprentissage par essai-erreur qui se fait et qui se révèle le plus performant. Alors le problème qu'on va avoir quand on tient ce discours-là, c'est qu'on va dire, vous voyez, les jeunes, eux, n'ont pas peur alors que les plus vieux ont peur. Ça, c'est vrai, mais avec tout. C'est-à-dire qu'avec toute innovation technique, la jeunesse s'est toujours emparée des innovations techniques. Ça, c'est prouvé. Et donc, du coup, ce fonctionnement par essai-erreur, effectivement, leur est naturel. Ils sont aussi de grands adeptes des jeux vidéo. Donc, avec cette habitude de tâtonner, d'avoir plusieurs trajectoires possibles et de faire des choix, il y a une forme d'éducation informelle au choix, finalement, qui s'opère à travers aussi la navigation sur les réseaux pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la migration d'un outil à l'autre. Alors la migration qui va s'opérer soit parce qu'un nouvel outil présente un nouvel intérêt, soit parce qu'il y a un effet de mode, on va sur ce nouvel outil, mais ce qui ne va pas empêcher de revenir finalement à l'ancien parce qu'on est déçu, parce que finalement on trouve que ce n'est pas si innovant que cela. Et puis il y a aussi un réagencement qui va s'opérer pour le coup par communauté. Si les adultes sont sur tel réseau, c'est moins attractif, donc on va aller aussi utiliser l'autre réseau. Par contre, j'ai bien dit on va aller aussi utiliser l'autre réseau, c'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas complètement l'outil en fait. Notamment dans les lycéens là, que j'ai rencontrés et que je suis depuis un certain temps, ce qui est intéressant, c'est que on est sur un côté un peu Paris-Brest ou millefeuille, comme on veut. C'est-à-dire qu'ils vont superposer un certain nombre d'outils avec des usages bien différenciés selon les outils et les convoquer en fonction des situations. Ce qui révèle, soit dit en passant, une vraie intelligence. Alors, ce qui reste au cœur de l'action pédagogique, c'est dans tous les cas la relation élève-enseignant. Et ça, le numérique ne peut pas finalement remplacer cette relation humaine et l'importance de toutes les théories aussi socio-constructivistes de l'apprentissage qui ont toujours insisté sur l'importance de la relation enseignant-enseigné, de la relation entre pairs, du langage pour pouvoir développer des compétences et des connaissances. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les adolescents, à aucun moment, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, à aucun moment je n'ai rencontré un adolescent qui me disait les enseignants c'est terminé, les profs sont à la ramasse, vive le numérique. À aucun moment. Au contraire, moi j'ai été très touchée par ces adolescents qui, à la manière de Morgane qui a 17 ans, me dit mais on a besoin de vous.